C'est le bonus de l'épisode 373 avec les mêmes, j'allais dire les mêmes candidats, à savoir d'un côté Benoît. Salut Benoît. Coucou, salut. Qui a retrouvé son micro, et puis de l'autre j'ai Sébastien. Je suis en train de perdre ma seule oreillette. J'ai eu une petite mésaventure. J'ai eu une petite mésaventure de l'oreille. J'explique ça au début de l'épisode. L'autre truc, le long format, le 373. Donc vous irez écouter pour savoir ce qui m'est arrivé comme mésaventure. C'est sanglant. Je tiens à le préciser. Merci en tout cas d'avoir choisi d'écouter un de nos bonus. N'hésitez pas, comme pour les épisodes, à le partager et à le commenter. On commence avec Benoît qui va nous parler de Blackmagic Design, une marque qu'on connaît bien chez les technos, et en particulier de leur produit DaVinci Resolve. Benoît. Exactement. Donc, DaVinci Resolve, c'est leur logiciel pour l'édition de films, pour le montage, qui avait démarré, d'ailleurs, on en parlait avant l'émission au début, comme plutôt un logiciel de correction colorimétrique, mais qui maintenant est un produit de montage complet. Et DaVinci Resolve arrive sur iPad, ce qui est plutôt sympa. Donc là, l'idée, c'est qu'on l'emporte avec soi, quoi, au lieu de l'avoir uniquement sur son Mac ou sur son PC. Ils annoncent le support des principaux formats d'importation. Ils annoncent le support de tous les gadgets qu'on peut mettre autour de son iPad, c'est-à-dire, bien sûr, on peut monter simplement avec l'écran de l'iPad, l'écran tactile, mais on peut aussi utiliser le pencil, on peut aussi utiliser un clavier, et on peut également utiliser un écran externe, pardon. Et enfin, on peut également utiliser on peut également relire plutôt des fichiers images qui vont être sur un disque dur USB-C, donc on branche sur l'iPad et on va pouvoir les importer dans Resolve. Ils ont également, parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est que la vidéo c'est très 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 lourd, ça consomme énormément de place, et les iPads, ça a une capacité de stockage un petit peu plus limitée. Donc ils ont également connecté la chose à Blackmagic Cloud, qui est leur solution de stockage de fichiers, qui permet également le partage. Et donc je pense que le genre de scénario qu'ils ont avec, c'est, on pourrait imaginer effectivement de faire un montage de film juste pour le fun et pour prouver que c'est faisable, mais j'imagine que le scénario qu'ils ont plutôt, c'est on fait le gros du montage sur un poste classique, et puis on va l'envoyer au directeur, on va l'envoyer au client, etc., qui va pouvoir regarder sur son iPad, peut-être lui-même faire des petits éléments, voilà, je voudrais que ça vienne avant, je voudrais que ça vienne après, faire un minimum de correction, et puis renvoyer via le cloud pour la finalisation. Ou effectivement, si on monte si on monte un petit clip, un clip de vacances, etc., évidemment là il n'y a aucun problème, l'iPad conviendra parfaitement. La version de base est gratuite, ce qui est plutôt sympa, et la version, qu'une fois qu'on l'a acheté, il y a des achats intégrés qui permettent de passer à une version plus puissante. Mais mine de rien, et je terminerai sur ça, ça montre quand même la puissance énorme que les iPads ont atteint, puisqu'il est capable de gérer 4 flux Ultra HD en même temps. Donc c'est quand même équivalent 4K. Mais c'est quand même... Oui, moi j'ai eu l'occasion de voir des solutions vidéo sur iPad Pro, dont l'autre solution assez bien connue aussi, qui est LumaFusion, que vous connaissez peut-être. Et ce truc est d'une fluidité pour un objet aussi compact, aussi léger, aussi maniable. C'est assez bluffant. Et moi je suis impatient de voir ce truc fonctionner. Alors il y a une autre dans les métiers de la vidéo aujourd'hui. Il n'y a pas un gap énorme entre les gens qui font des vidéos familiales un peu façon iMovie entre guillemets, et les gens qui font des émissions de télévision ou des fictions, etc. Il y a aussi des professions intermédiaires aujourd'hui qui sont des créateurs de contenu pour le web, pour le digital, et qui sont de temps en temps en mobilité et qui ont besoin d'éditer rapidement, mais de manière précise et pointue, de la vidéo. Et je pense que ça c'est un outil aussi qui correspondra à leurs besoins dans le train, ou en voiture, à condition de ne pas conduire, évidemment. Voilà. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, il est bluffé, évidemment, par ce genre de truc. Hein. Ouais, moi je suis très intéressé, parce que je fais beaucoup de clips vidéo pour le boulot aussi. Je fais partie de cette catégorie entre les deux, pas professionnel de la vidéo, mais avec des besoins. Mais en même temps, oui, c'est la même chose. Le film de vacances. Oui, je me disais aussi pour faire un montage super rapide sur site pendant un tournage, pour déjà montrer à quoi ça pourrait ressembler, etc., à des clients.
Tu vas me dire qu'il y a des laptops aussi, mais ça permet encore plus de mobilité. Oui, parce que la limitation aussi, tu le disais, c'est le poids de la vidéo, Benoît. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a énormément de types de codecs, il y en a beaucoup de codecs différents et en fonction de la avec quoi on a fait la prise de vue. Et là, il y a quelques limitations aussi parce que l'appareil ne fait pas nécessairement toutes les conversions de codecs vers il y a quand même quelques limites à ce niveau-là, mais elles sont aplanies au fur et à mesure. Quand on voit ça aujourd'hui, c'est comme une évolution assez évidente des différents process. On va pas parler. T'as quand même le H264, H265, ProRes c'est leur format RAW. Donc t'as quand même une couverture assez large. Plus intéressant est le ProRes et le RAW en l'occurrence, puisqu'après pour convertir du 255, de l'H265, ça va encore. Enfin bref, on va pas rentrer dans tous les détails non plus. On ferait ça peut-être dans un épisode à l'occasion, mais pas là. Seb, on continue de parler d'Apple quelque part, de l'Apple Store en particulier. Ouais, c'est la guerre sur Twitter cette semaine. Tous les développeurs se plaignaient qu'il y a de plus en plus de pubs dans l'App Store et en fait, Apple a ouvert les vannes à la pub. Donc, vous faites des recherches dans l'App Store pour trouver votre application favorite et elle est noyée au milieu de pubs très, très, très souvent. Et c'est vrai que j'ai essayé après avoir vu ça pour des casinos en ligne, donc des jeux, certains jeux qui payent au Bitcoin. Ça donne une touche un peu cheap à l'App Store. Apple essaye de vendre ses trucs sur un modèle plutôt haut de gamme. Déjà le prix est haut de gamme, la manière dont ils présentent. Et là, on a l'impression de se retrouver sur un mauvais site web, avec toutes ces pubs de blackjack, de roulette, etc. payées en Bitcoin, en sachant qu'Apple prend 30% sur les achats in-app. On voit qui profite le crime également. J'ai creusé un peu. Il y avait une trade intéressante sur Twitter d'un ancien d'Apple qui disait on a fait un pushback très très fort quand le management a proposé cette idée, mais parce que justement on pensait que ça allait détériorer l'image d'Apple d'amener ce genre de pub. Apparemment c'est une volonté qui vient de Tim Cook, qui voit le trafic d'un côté qu'ils ont sur l'App Store, et c'est vrai qu'il y a des millions d'utilisateurs d'App Store, la marge ou les revenus de pub faits par Facebook et par Google, et ils se disent pourquoi pas moi aussi, mais je sais pas, ils devraient sélectionner leur pub différemment, parce que là c'est vraiment le low-end de la pub, et c'est un peu décevant. Je sais pas très bien ce qu'il a en tête pour l'instant, Tim Cook, parce que là on parle de publicité dans l'App Store, mais il y a d'autres articles, alors on sait jamais vraiment sous quelle forme ça va se présenter, mais où on parle beaucoup d'un moment où Apple va se mettre à injecter de la publicité dans nos devices sous une forme ou sous une autre. C'est peut-être celle-là, remarque, mais on a l'impression qu'il y a une nouvelle source de revenus qui pointe le bout de son nez chez Apple, qui est le modèle publicitaire, quoi. On dirait que c'est une tendance forte qui est en train en tout cas une tendance qui est en train de forcir, si on peut dire, au sein d'Apple. Je ne sais pas si Benoît a ressenti la même chose ces derniers temps. Pas encore dans le quotidien, mais c'est vrai que c'est inquiétant parce que tu dis pourquoi pas moi, parce qu'on n'a pas payé les devices le même prix que ce qu'on a payé Facebook. Oui. Exactement. Et donc, du coup, ça dégrade un petit peu l'expérience utilisateur, quoi. Et l'image, surtout, ouais. C'est un peu dommage. On verra jusqu'où ça ira, mais bon, voilà. Benoît, on va parler d'effets spéciaux. J'ai pas plus de précision que ça. En fait, il y a un article. Je vais me raccrocher à ce qu'il m'écrit, mais il m'écrit rien. Voilà, tout à fait. C'est pour garder le suspense. En fait, c'est un article sur Numérama qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Et je vais faire très bref. Je sais pas si vous avez remarqué, bah si, parce qu'il reste plus des heures dans le bonus. Vous avez remarqué que les effets spéciaux, c'est plus aussi joli en général que ce qu'on a connu il y a quelque temps. Moi, je me souviens, je pense qu'on a tous l'âge où on allait voir un film parce que les effets spéciaux sont un niveau en plus que ce qui était avant. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'effet inverse, quoi. Ça se dégrade, et surtout avec les séries. Vraiment, il y a un côté cheap. Je te coupe 2 secondes. J'irais même jusqu'à dire que quand on nous dit ça, c'est pas un effet spécial, ça a été filmé en conditions, c'est le même attrait, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, je prends un exemple, le dernier Top Gun, c'était filmé pendant un pilotage, machin. Du coup, ça prend un intérêt. Bizarre. Mais au moins, l'image est belle. Parce que le problème, c'est que tu as des effets spéciaux dont la qualité se dégrade et ça redevient même très visible. On commence même à voir vraiment, il y a des effets spéciaux, c'est pas très chouette. Et Numérama relaie un avis
de différents acteurs du marché du cinéma qui disent qu'en fait le problème c'est que justement cette surabondance d'effets spéciaux entraîne une baisse des prix, et une forte demande, mais aussi une forte offre, une baisse des prix, et quelque part des gens qui sont en concurrence pour faire les effets spéciaux de moins en moins chers, d'une part, et d'autre part des réalisateurs qui doivent faire des effets spéciaux sans être bien informés, et donc qui ne vont pas préparer correctement pendant le tournage pour que l'équipe d'effets spéciaux derrière ait les éléments dont elle a besoin pour pouvoir tourner. Et il relève enfin, et je vais terminer sur ça, le fait que c'est la seule profession dans le cinéma qui n'est pas syndiquée. On sait qu'à Hollywood, les syndicats sont extrêmement puissants. Il y a le syndicat de preneurs de son, le syndicat de caméramans, ils ont tous leurs syndicats et qui imposent des conditions de travail d'un certain niveau de qualité, et c'est les spécialistes spéciaux sont les seuls à ne pas bénéficier de ça, et le résultat, grosse pression sur les coûts, et malheureusement des séries ou des films qui sont un petit peu moins jolis à regarder. Et c'est bien dommage, parce que du matos, il y en a, et des compétences, il y en a aussi pour arriver à faire de très belles choses. Donc on passe un petit peu à côté de l'effet wow, du coup. C'est ce qui reste dommage. Et quand on voit même ce que certains amateurs arrivent à faire, des fois avec des outils que l'on peut trouver ça et là, officiellement ou pas officiellement, et qu'on voit ça sur YouTube, on se dit waouh, ces gens-là, ils ont un chouette boulot, et comme tu le dis, comme ils sont pas syndiqués, c'est très difficile de se vendre aussi et de se positionner sur le marché, on l'imagine, en tout cas aux États-Unis. Il nous reste un peu plus de 3 minutes, Sébastien, je pense que ça va aller, pour parler de Prime Air. Oui, il y a un business d'Amazon que vous connaissez pas, c'est une compagnie aérienne également. Ils ont une flotte de Boeing pour la logistique, et ils viennent d'annoncer qu'ils achetaient 30 Airbus A330 d'occasion. Moi, j'ai déjà acheté des voitures d'occasion. Eux, ils achètent des Airbus A330 d'occasion pour compléter la flotte, parce que pour amener n'importe quel bidule à votre porte en 24 heures, il faut un énorme réseau logistique derrière. Oui. On voit de plus en plus les camions Amazon sur les routes ici en France, en Belgique, mais il y a aussi toute une flotte d'avions également, ce qui est un business un peu moins connu, puisque ils ont tendance à moins sous-traiter et à opérer eux-mêmes le réseau logistique de bout en bout. Donc j'étais tombé sur le press release d'Airbus qui annonçait le deal avec Amazon pour ces 30 avions d'occasion qu'ils vont récupérer. Puis j'ai un peu gratté en me disant mais c'est quoi la flotte totale d'Amazon, et j'ai trouvé des sites web de passionnés qui comptent tout ça, etc. Et j'en ai mis un dans les liens du podcast, ça s'appelle planespotter.net, je suis pas affilié à celui-là, et globalement les chiffres sont à peu près les mêmes partout, donc j'ai tendance à les croire. Eux ils parlent de 86 avions, sans parler de ces 30 nouveaux Airbus. 86 avions qui ont une moyenne d'âge de 24,8 ans, donc presque 25 ans. Donc visiblement, Amazon se spécialise dans le recyclage d'anciens Boeing de ligne et les transforme en avions de fret. Enfin voilà, avec les nouveaux, ça fera quasiment une petite centaine d'avions, ce qui est assez impressionnant pour une société de distribution de logistique finalement. Alors, la durée de vie de ces avions, c'est souvent plusieurs dizaines d'années. Le seul petit problème, c'est qu'évidemment que ce sont des avions de génération précédente, probablement plus cher à faire, polluent plus aussi, font plus de bruit aussi, donc ils vont se voir au fur et à mesure l'accès à certains aéroports un peu bloqués, où c'est pas le cas. C'est assez classique. La plupart des compagnies cargo sont équipées d'avions d'occasion. Ouais. Donc les avions font la plupart du temps font leur premier avis dans les compagnies passagers et sont rachetés ensuite par les compagnies cargo où ils ont quelque part une deuxième vie. Et comme généralement ces compagnies, alors il y a des exceptions, mais généralement opèrent depuis des aérodromes qui sont un peu plus spécialisés dans le fret. On pense en Belgique, on pense à Liège par exemple. Oui. L'aérodrome quelque part a accepté ou vient dans son business model le fait qu'il y ait un peu plus de bruit. Par contre, tu as raison sur le côté pollution et efficacité carburant qui est beaucoup plus faible. Ceci étant, oui, un responsable de FedEx me disait une fois, je vais le faire en moins de 10 secondes, un responsable de FedEx me disait une fois, il faut quand même réaliser que dans un avion de ligne classique, il y a 200, 300 passagers, nous, on a 10 000 personnes qui attendent nos colis dans nos avions. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une autre échelle, on va dire ça comme ça. Ce qui conclut notre bonus 373, il y aura un épisode,
Il s'en vient, il arrive, avec d'autres chroniqueurs, sans doute. Vous le découvrirez bien assez tôt, j'ai presque envie de vous dire, parce que c'est toujours un petit peu difficile, les épisodes, surtout quand on se pète une oreille. Que va-t-il m'arriver la semaine prochaine? À vous de le découvrir. Merci Benoît, merci Sébastien, et on se dit à très bientôt, passez une très très bonne semaine. Au revoir.